Ça y est, c'est parti pour les gadins, les flops, les bides, les échecs, les gamelles. C'est un peu une métaphore de ma vie en fait cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose de revenir sur les plus gros bides ciné de l'année 2023. Alors l'idée c'est pas de se moquer bêtement des films qui n'ont pas fonctionné, mais d'essayer de mieux comprendre l'industrie du cinéma, voir ce qui marche pas, et essayer de comprendre finalement la réussite ou l'échec d'un film, à quoi ça tient. Parce qu'on serait tenté de penser que si un film il est bon, il a du succès, logique, et qu'au contraire, quand il est mauvais, il bide. Alors oui, mais pas toujours. Enfin oui quand même, le bouche à oreille c'est toujours l'élément qui conditionne le plus la réussite d'un film. Mais il y a tout plein d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et là vous allez voir, il y a tout un tas de films qui sont vraiment bons, et pour autant qui se retrouvent être des gros bides au box-office. Et à l'inverse, il y a tout plein de films qui rencontrent du succès dans les salles, et qui pour autant sont des films fainéants et clichés. Et allez, on va maintenant revenir sur les échecs les plus marquants de l'année. Mais alors, avec quasiment 300 films français qui sont sortis au cinéma en 2023, ça fait beaucoup. On pourra bien sûr pas tous les passer en revue, mais je vous ai préparé une petite sélection que j'ai essayé de rendre la plus diverse et la plus intéressante possible. Et allez, c'est parti, on commence avec un des plus gros bids de l'année, La vie pour de vrai de Danny Boone, 812 000 entrées pour un budget de 29 millions d'euros. Danny Boone, c'était le réalisateur qui enchaînait succès sur succès. Depuis le tsunami qui était Bienvenue chez les Ch'tis, toutes ces comédies explosent les compteurs, c'est toujours des immenses succès, jusqu'à aujourd'hui. La vie pour de vrai raconte l'histoire de Trident, c'est un gentil benet qui a passé sa vie au Club Med et qui arrive à Paris pour retrouver son amour d'enfance. Mais il y a son demi-frère qui habite à Paris qui veut se débarrasser de lui et donc il demande à sa propre copine de se faire passer pour cet amour d'enfance. On est sur un scénario un peu théâtre, un peu vaudeville, un truc classique, mais qui est dans la lignée de ce que fait Danny Boone. En plus, il retrouve à l'affiche Cadmerade, son acolyte de Bienvenue chez les Ch'tis, donc le film, il était taillé pour rencontrer le succès. Mais la vie a dit non. Alors pour expliquer ce bide, on peut se pencher sur plusieurs théories. Déjà, le marketing a été un peu faiblard. Quand on compare par exemple à la promo d'Astérix et Obélix où toutes les équipes enchaînaient les interviews à la radio, à la télé, ça balançait 1 milliard d'affiches, c'était plus timide pour La vie pour de vrai. Le bouche à oreille n'a pas non plus été flamboyant. Alors le film est pas mauvais, c'est pas ce qui ressort des critiques, mais c'est pas une franche comédie. Le film flirte finalement plus avec la comédie romantique un peu mignonne que la grosse comédie de boulevard comme Bienvenue chez les Ch'tis. Donc il y a pas mal de spectateurs qui ont dû être un peu déçus, qui n'ont pas dû retrouver ce qu'ils attendaient derrière ce film, et ça a dû pas mal limiter sa portée. Et enfin, la dernière raison qu'on peut évoquer, c'est les deux comédies Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et Alibi.com 2 qui ont dû rafler pas mal de monde. Alors les films sont pas arrivés au même moment. Alibi.com et Astérix c'était en février et ils ont capté énormément de public. La vie pour de vrai est arrivée plus tard en avril, mais les spectateurs ils s'étaient déjà enchaînés vraisemblablement 2 comédies et donc ils ont sûrement passé un peu plus facilement leur tour cette fois-ci. Je vous parle de flop depuis tout à l'heure, mais vous êtes peut-être en train de vous dire « Non mais 800 000 entrées, c'est loin d'être un flop d'habitude ». Et c'est vrai qu'il y a très peu de films français qui atteignent ce nombre d'entrées, c'est généralement considéré comme un succès. Mais ici, on parle bien de flop pour 2 raisons. La première, c'est Danny Boone. Danny Boone, c'était le mec qui ramenait des gens dans les salles, c'était le mec qui jusqu'à présent avait jamais connu d'échec. Et la deuxième, c'est le budget, qui est juste énorme. 29 millions d'euros, c'est 2 fois plus qu'Alibi.com 2 par exemple, qui pourtant lui a fait 4 fois plus d'entrées. Allez, nouveau film, nouveau bid, Vision, le thriller de Yann Gozlan, sorti en septembre. Yann Gozlan, c'est un réalisateur qui est habitué au genre du thriller et il avait notamment signé un des gros succès de 2021, Boîte Noire avec Pierre Ninet. Il revient donc en 2023 avec Vision, un nouveau thriller avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz. Mais cette fois, la magie opère pas. 172 000 entrées pour un budget de 9 millions, gros loupé. Alors il y a 2 raisons qui nous permettent d'expliquer ce bid. La première, elle est plutôt marketing. Si on compare à Boîte Noire par exemple, d'un côté, Boîte Noire, simple et efficace, on a une histoire de crash d'avion et il va falloir décoder à l'aide des boîtes noires ce qui s'est passé. On a une affiche qui est centrée sur Pierre Ninet, un acteur qui est hyper bankable. Et de l'autre, on a Vision. L'affiche est jolie mais on voit pas de tête d'affiche. Et alors le film parle d'amour de jeunesse, de rêves prophétiques et de paranormal. Bref, par rapport à Boîte Noire où on sait parfaitement dans quoi on met les pieds, là le film part avec un handicap, il va être nettement plus compliqué à vendre. Et l'autre raison de l'échec, c'est le bouche à oreille qui a été plutôt négatif. Le film est jugé trop confus, trop fouillis, trop fumeux, tout le contraire finalement de Boîte Noire encore une fois, qui était jugé simple dans son intrigue mais super maîtrisé. Moi j'ai pas du tout aimé Vision, mais d'habitude j'aime bien le travail de Yann Gozlan et donc le retrouver au cœur des flops, ça me fait quand même un petit peu mal au cœur. Exactement comme le film qui va suivre, Bonne conduite de Jonathan Barré. Le film a attiré 120 000 spectateurs pour un budget de 7,2 millions d'euros.
Bonne Conduite raconte l'histoire d'une tueuse en série jouée par Laure Calamy qui tue tous les chauffards qu'elle croise lors des stages de récupération de points du permis qu'elle anime. Le film est loin d'être considéré comme mauvais par la presse ou par les spectateurs, mais il possède une atmosphère assez particulière. C'est une comédie, mais c'est aussi un thriller, un film policier, un film de voiture avec une ambiance un peu style Fargo, le tout en Bretagne, un programme ambitieux sur le papier, mais la magie n'a pas opéré et les spectateurs se sont pas déplacés, malgré la présence du palmacho. Il y a un autre film qui est sorti à peu près au même moment et qui a connu un destin un peu similaire, Apache de Romain Quiraud, 47 000 entrées pour 4,5 millions d'euros de budget. C'est un peu comme Bonne Conduite dans le sens où c'est un film qui est original, qui sort un peu de l'ordinaire. Là on est sur un film d'époque de gangster, on a des acteurs qui sont modernes et on a une patte graphique qui est bien assumée. Mais du coup, un projet comme ça fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui détonne et donc qui en fait un projet qui n'est pas forcément grand public. Alors il peut parfaitement s'en sortir quand même au box-office, mais pour ça il va devoir bénéficier d'un excellent bouche à oreille, ce qui n'a pas du tout été le cas dans le cas présent. Les spectateurs lui ont finalement reproché son manque d'originalité, c'était que dans la forme mais pas vraiment dans le fond. Le film ressemblerait à un mauvais remake de Tarantino. Je l'ai pas vu donc je peux pas beaucoup vous en dire plus. On revient dans l'univers des comédies avec Les Vengeances de Maître Poutifard de PEF. Le film a attiré 530 000 spectateurs pour un budget de 15,8 millions d'euros. C'est l'histoire d'un prof qui est joué par Christian Clavier et qui, une fois à la retraite, se venge sur ses élèves qui lui avaient mis la misère pendant ses cours. Ça devait être la grosse comédie familiale de l'été, mais bah non. Il y a deux explications pour le coup. Déjà, le matériau de base, Les Trois Vengeances de Maître Poutifard, c'est un livre jeunesse et qui est connu, mais qui l'est nettement moins que d'autres adaptations qu'il y a pu avoir, comme Ducobu, Les Blagues de Toto ou Les Profs, qui sont plus universellement connus. Et l'autre raison, c'est tout simplement que le film n'est pas bon. Il s'est fait déglinguer par la presse et par les spectateurs. Et c'est vrai que le film n'a pas grand chose à offrir. Il n'est pas très drôle, pas très fun. Et en plus, tous les gags sont dans la bande-annonce. Ouvrons maintenant une petite section biopic. Parce que malheureusement, l'année 2023, elle n'a pas été très propice aux biopics. En témoigne l'échec de Marinette de Virginie Verrier qui a attiré que 60 000 spectateurs pour un budget de 5,8 millions d'euros. Le film retrace la carrière de la première star du foot féminin, Marinette Pichon. Malgré des retours critiques plutôt honnêtes, sans dire que le film est transcendant, il n'est pas mauvais, mais il n'intéresse pas, les spectateurs se déplacent pas, et je pense que vraiment c'est le genre de film qu'il aurait fallu caler à un événement sportif important, genre la Coupe du Monde de foot féminin, et là le film aurait nettement mieux marché. Autre biopic qui n'a pas trouvé son public, Flo sur Florence Artaud, la navigatrice. Le film a attiré 279 000 spectateurs pour un budget colossal, 14 millions d'euros. Des retours spectateurs, ce film c'est beaucoup d'engueulades, de scènes de fête, de scènes de sexe, dans un film qu'on attendait sûrement plus comme une ode à l'aventure et à l'introspection. Un film sur une navigatrice quoi. Le film a d'ailleurs été pas mal critiqué pour avoir pris de grandes libertés par rapport à la réalité. Il faut plus le voir comme une fiction qu'un réel biopic. Et d'ailleurs, la famille de Florence Artaud s'est vivement opposée à la sortie du film. Ils ont même fait appel à la justice pour annuler la sortie. Donc au moins, le flop, il va en réjouir certains. On conclut la section des biopics avec L'Abbé Pierre. 15 millions d'euros de budget, un gros budget encore, et 809 000 spectateurs. Ça fait mal parce que c'était le biopic que tout le monde attendait. On pensait qu'il irait bien plus haut parce que l'Abbé Pierre c'est une personnalité qui est très importante pour les Français. Et en plus elle était incarnée par un Benjamin Lavergne flamboyant, mais ça n'a pas pris. L'année dernière, Simone le voyage du siècle, le biopic sur Simone Veil, qui était construit un peu de la même manière, et lui avait super bien fonctionné. Et là malheureusement, l'Abbé Pierre ne reproduit pas cet exploit. Et c'est dommage, parce que moi j'avais beaucoup aimé ce film-là et j'aurais bien aimé qu'il atteigne le million. On revient du côté de la comédie avec un flop que personne n'avait vu venir non plus, une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, 897 000 spectateurs pour un budget de 8,6 millions d'euros. Éric Toledano et Olivier Nakache, c'est un peu comme Danny Boone, ce sont des réalisateurs qu'il faut analyser un peu à part tellement ils sont habitués au succès d'habitude. Hors normes, Intouchables, Nos jours heureux, ils sont passés vraiment maîtres dans la comédie sociale feel good. Et là, tout était réuni pour qu'une année difficile rejoigne le palmarès de leur comédie à succès. 3 belles têtes d'affiche, Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen, et un sujet d'actualité qui parle à tout le monde, l'activisme écologique. Malgré tout ça, le bouche à oreille est très mitigé. Le film est considéré comme plutôt sympa, mais pas à se tordre de rire non plus. Et en plus, il bafouille un peu sur son message. Finalement, il se moque plus des activistes qu'il ne défend vraiment une cause écologique. Donc après un très joli démarrage, 450 000 entrées en première semaine, c'est énorme, le bouche à oreille suit pas et le film s'essouffle super rapidement.
Il atteint quand même presque 900 000 entrées, hein, c'est plus que correct, mais il doit son succès surtout à ses têtes d'affiche, notamment Joko, hein, et au prestige de ses réalisateurs. C'est méchant, hein, mais je vous glisse ici un petit flop qui me fait beaucoup rire. Slava Ukraini by le seul, l'unique, l'incroyable, le fantastique Bernard-Henri Lévy. Il a réuni l'immense foule de 1024 spectateurs, dont j'ai pas oublié un zéro. Le film est annoncé comme un carnet de bord des événements du conflit en Ukraine, mais évidemment, BHL prend beaucoup plus de plaisir à se filmer lui, cheveux au vent, avec son gilet pare-balles par-dessus son beau costume même pas froissé, et donc les critiques sont désastreuses, c'est un immense flop, certainement mérité au vu de la qualité du film, mais c'est un peu dommage hein, pour le conflit en Ukraine qui aurait mérité un vrai et beau documentaire. Et si maintenant, on allait voir du côté de sa conjointe, Arielle Dombal. Elle aussi, elle réalisait un film en 2023, Les secrets de la princesse de Cardignan. Elle a fait 7500 entrées. J'ai toujours pas oublié de zéro. Après, c'est quand même 7 fois plus que son mari. Hein. Allez, on repasse à une petite comédie, Un homme heureux, 476 000 spectateurs pour 10 millions d'euros de budget. C'est l'histoire d'un maire d'extrême droite qui est campé par Fabrice Lucchini, qui apprend que sa femme, jouée par Catherine Fro, est en fait un homme. Le sujet fait peur, hein. Moi typiquement je suis pas allé le voir au cinéma parce que j'avais vraiment peur d'un truc mais cliché à souhait. Et finalement, le film est plutôt sympathique. Hein. Il arrive à traiter de son sujet tout en ridiculisant ni les personnes trans ni les personnes un peu conservatrices. Donc je pense qu'il aurait pu séduire davantage, mais voilà, le film est sorti en février, et donc entre Astérix et Obélix et Alibi.com 2, c'était pas facile d'exister pour les comédies françaises. Changement de registre avec Acide de Juste Philippot, le film catastrophe. C'est le cas de le dire, hein, il a coûté 11,7 millions d'euros mais n'a attiré que 238 000 spectateurs. Des pluies acides s'abattent en France et donc un père et sa fille entament un road trip pour échapper à la menace. La proposition est originale, on est sur un film un peu horreur, un film sombre, catastrophe. Un film français comme ça, on n'en voit que trop rarement. Malheureusement, la narration d'Acide n'est pas très aboutie. À l'exception de son concept de pluie acide qui tue des gens, le film n'a pas beaucoup à offrir. On rajoute à ça un Guillaume Canet qui n'est pas au tip-top de sa popularité depuis Astérix, et on a un bouche à oreille qui est catastrophique. Avant de vous présenter le film suivant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez quel a été le film le plus rentable de 2019 ? Eh ben, c'est Les Misérables de Lajli, le film surclasse tout le monde, avec 2,11 millions d'entrées pour seulement 2 millions d'euros de budget. Mais ça arrive jamais hein, d'habitude d'avoir plus d'entrées que de budget. Et donc le prochain film de Lajli était attendu avec attention. Est-ce qu'il allait reproduire le braquage des Misérables ? Bon, il n'y a pas vraiment de suspense en vrai, hein. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que non. Bâtiment 5, le nouveau film de Lajli, n'a réuni que 143 000 spectateurs pour un budget de 8,3 millions. La chute est violente. Alors pour vous donner un petit fragment d'explication, Les Misérables, le film était arrivé mais pile au bon moment. C'est un film sur les violences policières qui arrivait au moment où ce sujet faisait l'actualité. Et donc c'est devenu vite le petit film indépendant super qualitatif, la petite pépite immaculée de l'année qu'il faut vraiment regarder. Et ici, Bâtiment 5 n'a pas bénéficié de cette aura-là. Les retours sont pas mauvais, hein, mais la conjoncture, l'actualité est pas la même. Et donc ce film-là, qui a aussi une très forte portée sociale, cette fois n'a pas trouvé d'écho. Dans le même genre, on peut citer L'Île Rouge de Romain Campillo. En 2017, le mec avait créé la surprise avec 120 battements par minute. Le film avait été ovationné par les spectateurs et la critique, il avait gagné tout plein de récompenses. Et donc là, le réalisateur revient en 2023 avec L'Île Rouge, un film sur la décolonisation. Et là, c'est le bide, 7,2 millions d'euros de budget et seulement 150 000 entrées. Faut aussi qu'on parle du film Les Rascals de Jimmy Laporal-Trésor. C'est un film contre le racisme qui a fait beaucoup parler de lui, que ce soit dans la presse ou sur les festivals. Les retours sont assez unanimes, hein, le film est vraiment qualitatif, mais côté spectateur, ça suit pas. 37 000 entrées pour un budget de 3 millions. Et c'est loin d'être un cas isolé. On peut aussi citer par exemple Stars at Noon, Un petit frère ou alors Le Retour. Ce sont tous des films qui ont été sélectionnés pour la compétition à Cannes et ça ne les a pas empêchés d'être de gros gadins. Et puisqu'on parle du Festival de Cannes, est-ce que vous vous souvenez du film qui a été projeté en ouverture ? C'était Jeanne du Barry de Mai Wen avec Johnny Depp. Le film a coûté super cher, 22 millions d'euros, cachet de Johnny oblige, hein, et il a réuni 764 000 spectateurs. C'est une belle déception alors que le film avait pourtant fait beaucoup parler de lui en amont, notamment grâce au Festival de Cannes. Le film a été entouré de polémiques, l'agression d'Edoui Plenel par Mai Wen, Johnny Depp et les accusations de violence, ça a forcément impacté les entrées. Et côté bouche-oreille, c'est super divisé, hein. Certains adorent, mais d'autres trouvent vraiment le film affligeant, et donc les entrées s'essoufflent vite. Bon, ça fait déjà pas mal de bides, hein, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, il nous en manque encore un. Le plus gros des gadins, le bide pour les gouverner tous,
Je fais monter le suspense, mais ça sert à rien, hein. Vous l'avez obligatoirement, c'est une comédie, au budget pharaonique et au casting démesuré. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film a réalisé 4,59 millions d'entrées pour un budget de 66 millions d'euros. Alors, qu'on soit clair, c'est pas un bid financier. Le film a coûté cher. Trop cher pour le résultat, on est d'accord, mais avec les recettes internationales, nationales, les droits télé et VOD, le film est largement rentable. Par contre, mais quelle humiliation! Pour Pathé, pour Guillaume Canet, le film s'est fait dézinguer unanimement par la presse, par les spectateurs. La seule personne qu'on a parlé un tout petit peu en bien, je crois que c'est moi. À chaque fois qu'on parle de ce film, c'est pour parler de son bide, jamais pour parler de ses qualités ou même du film en soi. Le film, il restera dans les mémoires comme le navet à 66 millions d'euros. Je vous donne un petit peu mon interprétation de l'échec, c'est Astérix. Au-delà du film en lui-même, c'était vraiment le projet de l'indécence. Des stars en tout genre qui venaient pour un caméo et des stars qui avaient en plus rien à voir avec le monde du cinéma, une communication hyper agressive, un budget faramineux et du coup tout le monde un peu unanimement a dit non, stop. C'est plus le genre de projet qu'on veut voir, c'est pas le cinéma français qu'on apprécie. Donc c'est très clairement le plus gros bid de l'année et je pense qu'on reverra pas de sitôt un film choral comme ça où le seul intérêt c'est l'empilement de célébrités et c'est peut-être pas si mal. Je m'arrête là pour les bids de l'année 2023. Alors cette sélection elle est pas du tout exhaustive, hein. Il y a malheureusement beaucoup d'autres films qui n'ont pas fonctionné et dont on aurait pu parler. Et gardez en mémoire aussi qu'un bid c'est quelque chose de subjectif. Vous pouvez parfaitement ne pas forcément être d'accord avec ma classification des choses, ça dépend des éléments auxquels vous accordez de l'importance. Par exemple, Pathé maintient fermement qu'Astérix c'est un incroyable succès. Dans les points d'analyse, moi je note déjà que tu peux t'appeler Danny Boone, Lucchini ou Christian Clavier, ton nom n'est pas forcément associé au succès. On sent qu'il y a quand même une génération d'acteurs qui commence à basculer et être nettement moins bankable qu'il y a quelques années. Du côté des réalisateurs, à part Olivier Nakache et Eric Toledano qui ont sûrement réussi à sauver les meubles grâce à leur nom, eh ben, c'est pas le cas généralement. Gozlan, Lajli ou Romain Campillo, à de très rares exceptions près, les spectateurs n'en ont rien à faire de qui réalise le film. Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et pour finir, eh ben, on le voit encore une fois, l'argent c'est jamais un bon indicateur de qualité pour un film. Là on retrouve dans les bids certains des plus gros budgets de l'année. Donc ça n'a aucun sens de faire sa promo là-dessus. N'est-ce pas Astérix ? Bon, le bilan du jour, il n'est pas très réjouissant, mais on se retrouve tout bientôt pour parler des plus gros succès de l'année, l'occasion de dresser un tableau un peu plus positif du cinéma français. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!